Bonsoir, on attend un troisième fauteuil. Donc, je vous propose quand même une nouvelle salle d'applaudissements pour Alexandre Astier et Jean-Marie Draghi. Donc le travail entre chef opérateur et directeur de photographie et réalisateur ou metteur en scène est indissociable. D'après ce qu'on connaît de vous, vous avez une vision des choses. Donc comment avez-vous pu trouver un partenaire indispensable pour faire un film? Et tel que Jean-Marie Draghi, comment ça s'est passé? Oui, alors après, j'ai une vision, j'en sais rien, j'espère, mais je crois que le plus simple, c'est vraiment de faire appel à des gens qui savent faire un boulot, des gens de talent. Il ne faut pas trop diriger. Je ne suis pas un réalisateur dirigiste, je ne suis pas quelqu'un qui fait aucune... Enfin, je pourrais pas souvent faire tellement de crise de nerfs ou de... Non, c'est assez calme. Mais je pense vraiment que... on a fait quelques trucs, on a regardé un film, notamment Unforgiven, Impitoyable, de Clint Eastwood, parce qu'il se trouve qu'il y a un peu la même structure d'écriture, c'est quand même quelqu'un qui veut raccrocher, qu'on rattrape dans l'aventure, qui accepte de faire un dernier truc, donc il y a beaucoup de choses qui sont en commun dans la structure d'écriture avec ce film-là, donc voilà, on s'est inspiré de choses, on a parlé, il y a la série qui parle un peu, voilà, on peut regarder aussi, mais je crois que je préfère faire appel à des gens qui ont un univers à eux, très clairement, et espérer que le texte et ce qu'on fait parle un peu de lui-même, et je laisse un peu libre cours. Voilà, je remets un peu les bateaux dans le bon sens si jamais j'ai l'impression qu'il y a un contresens vis-à-vis du texte de l'histoire qu'on raconte, mais pas plus. Je pense que j'espère des choses. C'est le bonheur de travailler avec des gens de talent. On ne peut pas bosser à leur place. Quoi. Et Jean-Marie, justement, à la première lecture du scénario, comment était le scénario? Est-ce que c'était très visuel ou pas? Est-ce que des images vous sont venues? Est-ce que vous, avant même d'en discuter avec Alexandre, vous aviez des idées précises? Non, mais des images qui sont apparues? Je connaissais un peu l'univers d'Alexandre par Bédo Garton notamment, qui sont été nourris avec la série, bien sûr. Et non, la lecture du scénario, c'était l'histoire, il n'y avait pas tellement de trucs visuels, c'est juste après la première rencontre que j'ai faite avec Alexandre, où là, un petit peu, j'ai commencé un peu à comprendre dans quel état d'esprit il voulait faire le film, qu'est-ce qu'il recherchait comme image, et ça a tout de suite été très technique, en fait. Très vite, on est venu à parler caméra, objectif, outils, et c'est surtout là-dessus qu'on a commencé à prendre des décisions. Est-ce que cette discussion technique du début de votre collaboration vous a aidé aussi à bien séparer, alors, sachant qu'il y avait quand même une approche cinématographique dans les derniers livres de la série, mais mine de rien, là on est dans un objet cinématographique, donc comment vous avez abordé cette transition, même si elle était déjà avancée? Moi, j'ai pas eu l'impression de m'occuper trop de ça. Le projet a toujours été de faire un grand film épique d'aventure. La comédie, je ne pense pas qu'on puisse la mettre en scène. C'est-à-dire que je pense que la comédie, c'est jeter des petits personnages dans un monde qui est puissant, avec des périls puissants, avec des décors, avec de l'aventure, avec des choses qui sont trop dures pour eux. Donc le fait de ce contraste-là, jeter des petits personnages insuffisants ou inefficaces dans un monde comme ça, il ne faut pas trop s'en occuper. Ce dont on s'est occupé effectivement, c'est du reste, c'est-à-dire du monde auquel ils s'attaquent et qui est beaucoup trop grand pour leur capacité. C'est le principe de la comédie. Et c'est la même chose dans La Grande Vadrouille, par exemple. Dans La Grande Vadrouille, vous avez bel et bien des gens qui se sont inquiétés de mettre en scène l'occupation à Paris, les parachutistes, les tanks, le risque, les trains, et tout ça. Et au milieu, on jette des films, on jette des jeunesses et il patauge un peu dans cette flotte-là. Mais le but du jeu est de grossir ces décors et de grossir le monde auquel il s'attaque. Et avec Jean-Marie, comme il vient de le dire, je pense que notre première approche a été technique. Pourquoi ? Parce qu'on aime les outils.
Et parce que le cinéma, c'est une histoire d'outils aussi, c'est une histoire de comment, c'est une histoire de rendu, c'est une histoire de... Vous voyez, par exemple, ce film est fait de sphères comme ça qui se suivent, avec des mondes très différents. Vous avez le désert, vous avez la neige, vous avez la forêt, vous avez le château, et ces sphères-là, il faut qu'elles aient des personnalités, chacune, pour que le spectateur, et j'espère que ça marche un peu, ait l'impression de passer d'un monde à l'autre, puisqu'il s'agit quand même d'un road movie, d'un retour, d'un roi qui revient. Et on s'est d'abord concentré à ça. On a essayé énormément d'outils. Je te laisse dire, Jean-Marie. On a essayé tous les outils qui existaient, en fait, finalement. Toutes les caméras qui... Oui, c'est ça. Tout ce qui était à notre disposition, on a réussi à avoir un petit peu de tout par le joueur de caméra pour faire exactement tous les tests qu'on avait dans la tête. C'est vrai que quand tu parles de film épique, c'était la première vision que tu m'as racontée. Donc moi, c'est pour ça que j'ai poussé un peu sur les grands formats, quand même, parce que je trouvais que c'était approprié pour ce film. Ce que vous appelez les grands formats. C'est-à-dire que, comment vous expliquer par rapport à les caméras numériques ont plusieurs formats de capteurs, comme avec le 35 mm ou le 70 mm, par exemple. Et nous, on a essayé de tendre vers justement le 70 mm. Et il se trouve qu'il y a une caméra qui s'appelle l'Alexa 65, qui a un capteur 65 mm, donc qui permet effectivement d'avoir des images un petit peu surdéfinies. Pour différencier toutes les sphères justement qui sont visibles dans le film, le travail des couleurs est assez important, que ce soit à la fois au niveau du tournage ou de l'étalonnage, qui est l'étape de post-production pour travailler les couleurs. Comment cette palette a été définie en fait, en sachant qu'en plus c'est lié à tout un travail main dans la main avec la décoration et la création des costumes. C'est des choses qui s'imposent un petit peu d'elles-mêmes. Je prends un exemple parlant qui peut-être marche pour tout le reste, mais quand on est chez le Duc d'Aquitaine, chez Chabat, on a beaucoup discuté avec le décorateur, avec Denis Séglan, parce que je voulais une sphère qui ne ressemble pas aux autres, ni à celle d'avant ni à celle d'après, et ce qui apparaissait par rapport au caractère de ce mec-là, c'est qu'il était dans un environnement zen. C'est un mec qui s'occupe de lui, c'est un mec qui aime bien prendre des bains, manger à l'étayer et tout ça. Donc bon, et il est venu à Denis Séglan une idée on savait qu'il allait avoir une espèce de treille au milieu de la pièce où il allait manger, et il a eu l'idée de pendre à ces treilles de la glycine. Je pense que c'est des fleurs violettes comme ça qui descendent, qui donnent, en fait, après nous on se pose dessus, on arrive et on se dit tiens, on a l'impression qu'il y a une dominante violine dans cette scène-là, qu'on exploite, qu'on creuse et qu'on va chercher à chaque fois, c'est-à-dire que le pourpre du costume d'Alain Chabat, d'un coup on va en étalonnage augmenter ces rouges qui sont un complémentaire du violet, de certains verts, etc. Et d'un coup ça prend forme, et de cette fleur-là, en fait, on a fabriqué la couleur générale de toute la scène qui concerne son retour au Duc d'Aquitaine, et du coup on oriente les caméras vers ça, on oriente l'étalonnage, etc. Mais sur la base du décor construit ou de dessins préalables qui vous avaient été soumis? Il n'y a pas eu beaucoup de dessins, j'avais fait il y a très longtemps quelques dessins sur l'abordage du début, mais que j'ai pas suivi parce qu'on a fait autrement. On a été extrêmement surpris des bateaux qu'on a trouvés, qui sont des bateaux assez authentiques et d'ailleurs assez proches des bateaux qui auraient pu exister au 5e siècle. Donc bon, il a fallu s'adapter un peu. On s'adapte toujours, hein, de toute façon. En tout cas, moi, je sais pas, Jean-Marie, je pense que moi j'aime faire un cinéma où, même si on prépare, même si on sait ce qu'on fait à peu près, on reste sensible au jour du tournage. On reste sensible et ouvert à ce qui se passe sur un plateau quand on arrive le matin, et on reste ouvert aux propositions de tout le monde, aux décorateurs, à l'ensemblier qui nous prépare des objets, des armes ou un plat de fruits, c'est tout bête, mais quand vous avez sur une table, encore une fois recouverte de fleurs mauves, un bol de fruits avec des mûres et des framboises qui sont extrêmement violet foncé et rouge vif, on a envie de le faire voir, ça, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à trouver là derrière. Et d'un coup, les boucliers dorés prennent une autre teneur, et c'est pas qu'on s'adapte, c'est qu'on reste ouvert. Je pense qu'il faut rester ouvert et être prêt à travailler avec ce que le jour amène. Et sachant qu'en plus, les essais qu'on avait fait en amont du tournage, justement avec ces caméras, on montrait à tout le monde, aussi bien pour le chef décorateur que la créatrice de costume, qu'avec cette caméra, il fallait travailler assez précisément, et que donc tout allait ressortir assez fort. C'est pour ça que
Après, toutes ces couleurs sont arrivées directement. Au niveau de la déco, il fallait que les textures soient authentiques, que les costumes aient une matière, c'est ce genre de choses qui pouvaient être... Oui, parce que cette caméra est tellement précise qu'elle ne supporte vraiment pas la médiocrité. Oui, Jean-Marie parlait de la taille du capteur tout à l'heure. C'est très simple, hein, c'est un capteur de caméra de cinéma qui a un diagramme de 24-36, enfin de Super 35. Ouais, en fait, cette caméra, c'est 2 capteurs collés pour en faire un. Donc ça change énormément de choses. Alors techniquement, ça diminue la profondeur de champ, donc on a des flous beaucoup plus vite. Donc ça veut dire qu'on a quelqu'un au point qui peut avoir de temps en temps plus de mal en basse lumière. Et puis pour la décoration et pour le maquillage notamment, ou la coiffure, c'est une caméra qui nous a surpris en essai. C'est-à-dire qu'effectivement, elle était très belle, elle nous parlait immédiatement parce qu'elle avait une signature assez unique, mais en revanche, elle était sans pitié. C'est-à-dire qu'elle nous montrait tellement tout, et tellement... Je me souviens de ces essais qu'on a fait dans le vent avec des fourrures dans la neige, etc. Et on voyait qu'on a essayé au moins 5 autres caméras qui étaient très très bien aussi, hein, qui étaient le top de l'époque. Mais celle-là, quand on passait, cette espèce de dessin que faisaient les poils de cette fourrure sous le vent, on avait l'impression vraiment de pouvoir arracher chaque cheveu de ce truc-là, et on se disait, waouh, mais alors du coup, le moindre défaut de maquillage, la moindre erreur de colorimétrie sur un rose, un rouge, un œil est fatale, et toute l'équipe a quand même travaillé sous la sévérité de cette caméra avec laquelle il ne fallait pas déconner. Voilà, c'est pour ça que quand on parlait du décor du Duc, c'est des choses qui coupent le souffle, parce que tout le monde travaille dans une direction de travail super précis. Au niveau de la façon de travailler entre vous deux, Jean-Marie, vous avez travaillé avec beaucoup de réalisateurs qui ont des méthodes très très différentes. Cet après-midi, lors de la masterclass, vous évoquiez Jean-Jacques Lelocq qui storyboard de façon hyper précise parce qu'il a des films complexes, qui ont beaucoup d'effets spéciaux, etc. Comment travaille Alexandre au niveau du découpage, c'est-à-dire l'enchaînement des plans, est-ce qu'il y a un storyboard, pas de storyboard? Non, il n'y a pas de storyboard. Comment on peut expliquer qu'on travaille? Déjà, Alexandre il joue dans le film, donc ça c'est un point qui change par rapport à les metteurs en scène avec qui je travaille. Mais je trouve que l'un des premiers grands films que j'ai fait, qui était Les Caprices d'un fleuve dont je parlais cet après-midi, c'était Bernard Giraudot, il jouait dedans aussi, donc j'ai une certaine habitude des metteurs en scène qui peuvent jouer aussi dedans. Et des metteurs en scène qui sont visuels et assez gais. Donc c'est le cas d'Alexandre aussi. Et du coup, ça s'est fait assez tout seul en fait. On choisissait les focales assez précisément. Et puis voilà, la mise en scène découlait de ça. Oui, oui. Mais encore une fois, il faut... vous savez, par exemple, je me souviens du matin où on est arrivé dans le Wadi. Donc le Wadi, c'est la rivière au sud de Domaine, dans laquelle Clovis Cornillac arrive en radeau, là. Bon, bah, dans le script, il arrive par les rochers, en fait. Et le matin même, je me dis... bon, bah, parce qu'on avait préparé, on était allé à Oman 2 fois déjà. On était allé dans cet endroit-là, d'ailleurs, et puis bon, il devait arriver par les rochers, et commencer à parler. Je me dis, mais j'ai quand même l'impression qu'il devrait arriver par la flotte, finalement. Et du coup, alors là, il y a 2 solutions. C'est soit je dis rien, pour éviter à tout le monde une catastrophe, soit je le dis quand même. Donc j'ai dit, hey! Et si le mec arrivait par l'eau? Et puis après, je dis beaucoup de phrases, genre, si on ne peut pas, vous me dites, si on ne peut pas, vous me dites. Sachant que derrière, quand vous dites ça et que vous êtes metteur en scène sur un plateau, généralement les gens essaient de vous faire plaisir. J'ai pas eu le temps de dire ça, que Jean-Marie Brejoux était en slibard dans la flotte, avec un radeau, la caméra, je sais même pas si on avait tellement le droit de la mettre dans l'eau, cette caméra, on peut dire que non, hein. Non, on ne pouvait pas, mais bon, ils n'étaient pas là, c'était moins open, hein, on ne pouvait pas savoir. Donc du coup, tout le monde s'est mis en route là-dessus, là, ça répond quand même complètement aux questions, c'est-à-dire que, encore une fois, j'insiste, il faut faire en toujours. J'aime bien les storyboards. Je pense que c'est très utile dans certains cas. J'en ai fait pour de la publicité, des choses comme ça, où on est vraiment à la seconde près. Je pense même que j'aurais peut-être dû en faire pour une scène ou deux d'ici qui m'aurait évité beaucoup de déconvenus au montage. Par exemple, le combat de la fin, l'attaque qui a été très compliquée à monter, très longue. Mais quand même, ce qui compte, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, on a envie de faire ça. Parce qu'une équipe, c'est pas simplement des gens qui exécutent des choses. Une équipe, c'est des gens qui s'amusent. Le métier, notre métier, c'est un métier de fainéant, mais on est bon si on s'amuse. On a une chance d'être bon si on s'amuse, pas à déconner, si on s'amuse à faire notre métier. Si ce qu'on sait faire est mis en branle par la production,
de ce qu'on fabrique. Un décorateur, il faut lui demander des décors, il faut lui demander des choses difficiles, mais il faut lui demander des choses inspirantes. Un ensemblier, le jour où il y a eu l'orchestre, le petit orchestre qui joue sous la yourte là, pendant le repas de ronde, je me suis pointé vers son camion et je lui ai dit quelque chose comme t'as pas 5 minutes pour me faire 3 instruments de musique, s'il te plaît? Il me dit comment ça, 3 instruments de musique qui jouent? Non, je les ferai jouer plus tard, mais tu veux quoi comme instrument de musique? J'y connais rien. Je dis mais non, mais on s'en fout, fais des instruments de musique comme tu sens. Et du coup, je sens bien que, alors c'est pas raisonnable d'un point de vue du temps, mais il a envie de faire quelque chose. Parce que d'un coup, c'est pas une journée qui se déroule comme prévu. C'est quelque chose qui est Adjani. J'ai eu la chance de bosser avec Isabelle Adjani. Vous ne pouvez pas simplement vous pointer à une journée de tournage avec Adjani et dire on fait ce qu'on a dit. Non, on fait ce qu'on a dit, il y a le texte, ok, il y a l'histoire, mais on renifle la journée quand même. Quel temps fait-il? De quoi on a envie? Comment est-ce qu'on est arrivé? Ce décor-là, on l'avait vu comme ça, mais là, d'un coup, il y a un truc qui est posé ailleurs, on ne l'avait pas vu comme ça, on le regarde comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé dans beaucoup de scènes qu'on a faites. L'exemple du Védi, typiquement, on avait mis en place un plan, mais le plan n'était pas. Hein, donc, Et ce plan-là est compliqué parce qu'il faut que Clovis Cornillac ne se noie pas. Enfin, en tout cas, il ne faut pas que ce soit notre faute apparemment. Il faut quand même que la sécurité soit là. Moi, je joue avec un scorpion. C'est pareil, le scorpion, c'est bien marrant, mais... Blacky, on l'appelait. Non, il s'appelait Blacky. Il s'appelait Blacky. Et le truc, c'est que je demande au type qui l'a amené quand même, c'est bon, il n'a pas de venin. Et le mec me dit, ah si. Et je l'avais là quand même. Quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Il me dit, vous aurez 5 heures de diarrhée. Et je lui dis, ce gars-là n'est pas au courant du fric que coûte une journée de production, en fait. Parce que si j'ai 5 heures de diarrhée, on ne va pas tourner grand-chose. Bref, on ne m'a pas piqué. Mais je veux dire, c'est très important de continuer à... Effectivement, la sécurité, surtout. Voilà, la noyade, le truc, les exécutions, on ne peut pas déconner avec ces trucs-là, et bien sûr. Mais bon, on a tenté. Alors du coup, il a fallu faire un petit radeau, du polystyrène dessous, mettre mon camarade Jordan en plongée dessous, donc il y a quelqu'un qui tombe, parce que c'est extrêmement dur de nager avec ses vêtements. J'étais très surpris quand j'ai plongé dans la flotte. Je me suis dit, merde, putain, j'arrive pas à rester à la surface. Il se gonfle d'eau, en fait, il entraîne vers le fond. Donc ça aurait été le cas de Cornillac et des 2 musicaux qui étaient sur le truc s'ils étaient tombés. Donc voilà, il faut faire gaffe, c'est pas n'importe quoi. Enfin, comme quoi, c'est possible. C'est possible. Et il faut que Jean-Marie se foute à la flotte, et il l'a fait, je dirais plus même. il a été bonne, Tadeo. Alors justement, il y a une séquence qui, pour moi, me semble être dans cette aspiration-là du moment et qui a un rythme différent du reste du film. C'est quand il y a la discussion au sortir de la yourte, où elle explique qu'elle a sa cape et qu'elle veut aller récupérer donc sa couronne de fleurs. Là, on est dans un plan qui fait presque 2 minutes, plan séquence, donc un seul plan, pas d'autres plans, on voit que les 2 comédiens, les 2 personnages. Comment ça s'est passé pour ce plan-là, qui est assez différent du reste du film, je trouve, et avec une lumière contre-jour, couchant ou matin, magnifique. C'était écrit coucher de soleil, donc déjà, moi, dès que je vois le coucher de soleil sur un script, je suis très inquiet parce que je sais que je ne vais pas pouvoir tenir longtemps à faire. Donc c'est toujours très compliqué à faire. Et puis c'était une fin de journée, on était déjà pas mal de choses qu'on avait fait. En fait, toute la journée était très chargée quand même. Et puis on était bien axés, et puis cet accident de lumière est arrivé, on s'est dit vite, il faut y aller, c'est formidable. Le soleil, allons-y, on va se mettre là. Parce que c'est de la chance d'avoir un ciel comme il est, d'avoir le soleil pile poil là où il faut avec la caméra, les comédiens qui jouent bien, non, c'est pas facile. En fait, donc, la particularité de cette scène, c'est un plan séquence et que c'est le sol du film. Et que moi, en fait, avant, en tant que comédien, j'avais joué à Oman un Arthur muet, il ne dit pas un mot dans tout Oman, dans toute sa fuite. Et le premier jour de tournage français, c'était celui-là. Donc en fait, mon premier mot, depuis 10 ans que je n'avais pas joué Arthur, c'est 3 minutes de plan séquence d'un trait avec un Giroir qui n'avait pas joué la Reine de Livre non plus depuis 10 ans. Donc il y avait déjà une couleur particulière dans ce qu'on avait à faire, c'est des retrouvailles. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le coucher de soleil, c'est vrai, une fois que c'est écrit, c'est très important dans ce script parce qu'ils doivent arriver de nuit à la tour après. Donc c'est forcément dans la continuité. Et la troisième chose qui est très compliquée, c'est que si je vous montre au montage les 6 prises que nous avons faites de ce plan-là, il n'y en a qu'une qui est comme ça. Les autres sont effectivement des couchers de soleil quand même,
c'est vraiment l'heure bleue, comme on dit. Mais le moment où le soleil est pile dans l'axe de l'optique et qui fait toutes ces aberrations lumineuses, tous ces flares, comme on dit, tous ces rayons, tous ces carrés qui se mettent devant la figure d'âme comme ça, il n'y en a qu'une comme ça. Et c'est même ce qui a été prépondérant au choix. Bon, j'aime bien. Il y en avait une même que je préférais au jeu. Et c'est rare parce que je fais passer ça toujours avant, normalement. Le jeu, et comme c'est un plan séquence, je ne peux pas tricher, je ne peux pas remplacer une réplique, ou je peux pas. Mais là, pour une fois, cette lumière-là, c'est elle qui a guidé le truc. C'est-à-dire que je ne voulais pas la perdre. Je me disais, c'est trop rare, c'est rare ce truc-là. Le soleil en plein dans l'optique de la caméra, et ça joue, et ça tourne, et on a les fumées qui prennent un truc bizarre, et puis on a une espèce de haze qui s'installe devant les tentes, devant voilà, la vapeur des bouches, effectivement. Et je me suis dit, non, je trouve que c'est celle-là qui est la plus incongrue et la plus rare, donc on a gardé ça. Il y a des effets spéciaux dans ce film, mais il y a beaucoup de décors naturels. Quand même, il y a des matte paintings. Donc des matte paintings, c'est des formats de numérique, mais ce sont des décors. Enfin, le château, typiquement, est créé par ordinateur. Il y a sans doute d'autres choses, mais il y a quand même beaucoup de décors naturels tout du long. Donc comment... Alors, il y a le choix de la technique, mais comment crée-t-on un univers épique et différent de notre monde, à partir de ce qu'on trouve dans notre monde, justement Je crois que déjà, je suis pas un amour. Vous les avez chargés, les cartes, les gars, comment ça se passe? Je tente le coup. Je suis pas un amoureux fou des FX. Je ne suis pas un amoureux fou des effets spéciaux full 3D. Je doute souvent quand on est sur un plateau où on est censé avoir une armée burgonde qui attaque un château et que vous n'avez ni armée burgonde ni château. Il n'y a pas grand-chose sur le plateau. On est là, bon, ça va être là. Et eux, ils arrivent de là. Alors, il y avait des burgondes, mais je veux dire, ils étaient en sous-nombre. Ils ont été multipliés après en 3D beaucoup pour faire une armée. Et les machines n'existaient pas, ou alors elles existaient jusqu'à 2 mètres, et puis après il fallait finir de les construire en 3D sur les 5 mètres qui restaient. Donc j'ai du mal avec ça, parce que je ne suis pas un réalisateur au sens propre, je suis un comédien qui joue, qui fait jouer, qui réalise des films, mais j'ai besoin de concret, j'ai besoin de toucher des choses, j'ai besoin de voir des choses, et puis j'ai besoin que les acteurs voient des choses, et c'est plus dur. Je ne suis pas persuadé que Jean-Marie soit un fou de tout ça non plus. Il faut le faire quand c'est capital, mais c'est bien quand c'est un mélange de vrai et de faux quand même. Quand on commence à atteindre un pourcentage de faux qui devient inhumain, et qu'on se dit que ça va sûrement être chouette, mais on le verra dans 1 an et demi, c'est pas facile de travailler comme ça. Alors du coup, c'est des allers-retours avec nos camarades des FX, on va faire ça comme ci, comme ça, et puis des fois on doit faire des plans qui sont bizarres. On doit filmer du rien, par exemple, pendant 5 minutes, parce que c'est un rien qui va être utilisé après comme fond, comme machin, comme truc. C'est assez... c'est tout l'inverse du plan qu'on vient de décrire avant, qui est que du jeu, que du concret, que de la lumière, que des acteurs. C'est assez curieux. Et sinon, donc, pour revenir par rapport au décor, c'était une longue recherche quand même, tous ces décors. C'est vrai, on voit dans le film, il y en a beaucoup quand même, qui sont très différents. On a quand même été assez chanceux quand même, on peut dire, parce que on avait à Oman, pour vous dire à peu près, on est resté 10 jours de tournage pour faire toute la première bobine, hein, et tous les flashbacks. Donc ça fait beaucoup de décors quand même. En 10 jours. Et puis on a quand même eu, le seul jour où on va dans le désert, on a eu une coucher de soleil, c'est pas forcément tous les jours. Quand on est dans la forêt, on a de la neige, c'est pas forcément tous les jours. Alors on se met dans les conditions pour, mais bon, on a quand même été très chanceux. Quand on fait, alors ce n'est pas votre premier long métrage, mais bon, l'intérêt du métier aussi, c'est d'apprendre en permanence de nouvelles choses. Au contact de Jean-Marie, qu'est-ce que vous avez appris, non pas du métier de directeur de la photo, mais de votre métier? Alors pour le coup, acteur, metteur en scène, mais malgré tout metteur en scène. Je crois que ça a renforcé l'idée que j'avais, mais parce que je m'entends très très bien avec Jean-Marie. Et je pense que ça joue beaucoup. C'est-à-dire que c'est bête à dire, hein, mais j'ai un petit dicton que j'ai donné tout à l'heure à une camarade journaliste que je vous redonne. Hein. Ne travaillez pas avec des gens avec qui vous n'auriez pas envie de déjeuner. Ouais. Je vous laisse réfléchir à tout ça pour vos cas personnels.
Non mais c'est tout bête, mais je ne veux pas passer du temps sur un plateau, un film c'est long, on passe du temps, je ne veux pas passer du temps sur les tournages avec des gens qui m'agacent. Donc, à l'autre bout de ce spectre-là, il y a le fait de très bien s'entendre avec quelqu'un et de vouloir jouer aux mêmes choses. Ça c'est très important. Et ma complicité avec Jean-Marie, pour moi, m'a renforcé dans cette idée qu'il fallait, autour de nous, en tout cas dans le cœur serré des gens de l'équipe, chef déco, chef maquillage, chef costume, premier assistant, lumière, chef son, tous ces gens qui sont un peu chefs de poste autour de nous, il faut que ce soit des gens non seulement talentueux, non seulement techniquement irréprochables, mais en plus de ça, il faut que ce soit des gens de qualité. C'est très important. Ça m'a renforcé là-dedans et je pense que jamais je prendrai le risque de partir avec qui que ce soit qui ne m'inspire pas un sentiment d'amitié. Voilà. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut aimer les outils avec qui on travaille et il faut aimer travailler avec des gens qui aiment les outils. Parce que je ne crois pas que l'outil soit simplement la chose avec laquelle on fait ce qu'on a dans la tête. Je pense que c'est vrai pour une moitié des choses, mais que l'autre moitié, c'est que c'est l'outil qui vous inspire ce que vous allez faire. Et qu'il faut aimer les objets, il faut aimer les machines, il faut aimer la technique, il faut aimer le progrès, et il faut aimer les nouvelles idées des ingénieurs, qui sont très souvent des gens qui nous permettent de faire des trucs de plus en plus fous avec le temps. Et j'ai appris ça aussi, c'est qu'il faut honorer son amour des outils. Et ça, avec Jean-Marie, c'est une chose qui est très plaisante à faire. Oui, j'avais pas vu Jean-Marie, combien de temps ça fait que je l'avais pas vu? Ça faisait, je sais pas, mois de juillet, plusieurs mois. Première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, c'est que je lui ai montré ça. Voilà. Vous voyez, ça c'est une Sony RX0 Mark II, sur laquelle j'ai commandé aux États-Unis un petit truc, une petite optique anamorphique devant. Vous voyez. Et donc je lui ai pas dit bonjour à Jean-Marie, je lui ai dit tiens, regarde. Ben, ça a marché. Hein. Voilà, ouais, je veux travailler avec Jean-Marie pour ça. Et même question à l'inverse, parce que vous avez travaillé avec 35 films à votre actif pour l'instant, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, non. Non, ça, je ne peux pas compter, c'est pas ça. Et donc vous sentez de retravailler encore avec Alexandre? Ah bah oui, bien sûr. Quelle question. Non, bien sûr. Oui. Bon, en plus, on a commencé quand on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé dans une voiture, on aime bien les voitures aussi. Est-ce que vous auriez quelques questions dans la salle? Nous avons. Oui. Criez-la, je la répéterai. Est-ce qu'il y a une grosse différence de travail entre la prise de vue en extérieur et la prise de vue en studio? Moi, de mon côté, je suis plus confortable en studio parce que je sais que je vais pouvoir faire la lumière exactement comme on a envie de la faire et qu'elle sera raccord toute la journée, toute la nuit, le lendemain. Je n'aurai pas de problème existentiel en regardant le ciel toute la journée. Alors qu'en extérieur, c'est pour garder une photographie tenue, c'est extrêmement compliqué. À chaque fois, j'ai fait beaucoup de films en extérieur aussi. Pour moi, c'est toujours le plus compliqué parce qu'il faut trouver les bons axes. Bon, ça c'est facile parce qu'on a le soleil, etc. Mais après, il faut respecter ces axes avec la mise en scène, ce qui n'est pas toujours facile non plus, de toujours tourner exactement dans les axes qu'il faut. Et puis voilà, comme le soleil, tout ça, ça bouge toute la journée. Les nuages, c'est toujours très difficile. Enfin, pour moi, je sais que tourner en extérieur, j'aimerais ça, hein, mais c'est toujours stressant pour moi. Oui, puis il y a des choses qui, par exemple, on ne peut pas se les permettre. On pourrait dire, par exemple, qu'en été, sous nos latitudes à nous, l'heure entre midi et 14h, elle est un peu dégueulasse, ça tourne. Parce que le soleil est là, parce que vous avez des ombres de yeux et de nez qui vous descendent jusque-là, parce qu'il faut protéger, parce que c'est pas très beau à regarder, c'est plus beau en hiver parce qu'on est plus rasant, et pourtant aucune production ne va vous dire, et là en plus c'est moi qui produis, je ne vais pas me dire à moi-même, tiens, on va pas bosser de 11h à 14h, je n'ai pas les moyens, vous voyez, donc il faut tourner quand même. Donc du coup il faut être sensible à qu'est-ce qu'on peut faire qui soit le moins risqué ou le moins vilain à cette heure-là, pour attendre les jolies heures plus tard ou plus tôt. Mais ça va aussi avec la fatigue de l'équipe, avec les possibilités de le faire. Donc de toute façon, c'est toujours un petit challenge. Alors, je pense qu'il faut aller chercher en extérieur les choses qui sont uniques en extérieur, qui sont incopiables, comme ces fameuses forêts
quand je suis dans la cage et qu'on marche avec qui était chargé de neige sur chaque branche, avec des trucs qui tombent devant la caméra, qui brillent et tout ça, avec cette Alexa 65 qui était capable de prendre ces petits cristaux là qui volent et tout ça, ça évidemment on ne pourra pas le faire dedans, quoi. Mais dedans, en studio, quand c'est bien fait, bien prévu, et là, vous pouvez, si c'est du jeu, vraiment du jeu pur, vous voyez, comme les séances avec Sting et les 4 salopards là devant au début et tout ça, bah ça on peut tourner beaucoup, on peut refaire, on peut rejouer, tous les recoins marchent. Je vais voir Jean-Marie, je lui dis ça, on n'a pas prévu de le faire là, mais peut-être on peut s'enfoncer dans ce trou-là, oui, ok, faisons-le. On a des choses qui sont un peu préparées. Donc, c'est pas le même boulot, il faut aller à la pêche de choses un peu plus dangereuses pour le tournage dehors, et puis il faut s'octroyer du confort dedans pour jouer beaucoup plus et avoir une petite sécurité. Et puis moi, pour vous donner des exemples, le tournage en extérieur, la première chose qu'on me demande quand j'arrive sur le plateau, c'est où on met les camions. Bon, les camions, des fois, on en a 30, hein, donc il faut les garer dans un décor, on ne les verra pas de la journée. Voilà, c'est des exemples. Après, il faut mettre tout un tas de choses en œuvre qui sont plus compliquées. Comme disait Alexandre tout à l'heure, quand les ombres sont trop au-dessus des jambes, il faut courir avec des grands vélos, mais tout ça, ça prend du temps à mettre en œuvre, parce qu'il faut les attacher, c'est des grandes surfaces, il faut remettre des projecteurs pour éclairer, enfin bref, c'est toujours, pour moi c'est toujours plus compliqué, mais j'aime beaucoup ça. Ça devient technique. Alors, ce jeune homme, vous avez compris la question ou pas? Non. Bon, je ne suis pas là. Ce jeune homme me demande comment est-ce qu'on choisit un cadrage par rapport au langage de la scène et ce qu'on veut faire dire à une scène. Okay. Alors, dans les quelques analyses que j'ai pu faire de cadrage, il y en a une qui m'est beaucoup restée, et qui n'est pas cinématographique, c'est que j'ai analysé plusieurs épisodes de Friends. Parce que, en fait, Friends, c'est tout bête, mais c'est ce qu'on appelle du soap, c'est de la comédie, et il se trouve que ça fait comprendre quelque chose de très clair. Friends, c'est fait au 35 ou au 50, toujours à distance humaine du sujet. 98% de tous les plans de tout Friends sur 10 saisons, c'est plan taille, plan poitrine, sur des focales dites de l'œil, quoi, en gros, autour du 40. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la comédie, le jeu humain, ça implique une distance humaine. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous puissiez être assis avec ces gens-là. Si vous avez une longue focale qui est collée sous leur pif comme ça, et que vous voyez leurs yeux, etc., vous pouvez le faire, on peut tout faire. Mais on n'est plus dans la comédie. Ça veut dire que quelque part, votre personnage vient chercher ce type-là sous son nez. Pourquoi est-ce qu'on irait sous le nez de quelqu'un comme ça? Pourquoi est-ce qu'on irait observer ses sentiments avec autant de précision et de voyeurisme? Encore une fois, on peut tout faire, mais ça implique quelque chose. Aller se fiche dans le coin du plafond avec une caméra qui va les prendre en vrille comme ça et en débuler, c'est pareil. On peut le faire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc je crois que la base de tout, pour moi, encore une fois, je suis un réalisateur, je suis un comédien qui réalise, c'est différent. Mais pour moi, je pense que déjà, la caméra doit pouvoir être quelque part dans la scène. Elle doit pouvoir marcher, peut-être au fond, avec un petit travelling, comme si quelqu'un observait ça en faisant des ronds comme ça sur un truc, avec une focale proche de l'œil, comme un 50 ou un truc comme ça. Ou alors assise avec les autres à table, ou alors un peu plus loin de la table, ou debout, si jamais ce qu'ils sont en train de dire est peut-être un peu intimidant et qu'on n'a pas envie d'être tout à fait avec eux, mais un peu à l'écart, avec peut-être un premier plan, une porte, un truc qui fait que c'est quelqu'un qui espionne puisqu'il n'observe, que sais-je. Mais en tout cas, moi, je passe par qui est la caméra? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette scène? Où est-ce que j'ai envie d'être quand Arthur et Guenièvre s'embrassent pour la première fois? Où est-ce que j'ai envie d'être? Moi, j'ai envie d'être près, j'ai envie de voir les bouches qui s'approchent. Voilà, là, je veux bien être avec eux. Je veux bien descendre sur leurs mains pour ne pas rester avec eux et être plus pudique à la fin. Mais je crois que je n'aime pas les plans qui sont à effet pour dire tiens, on va faire un bon plan. Un bon plan, on peut en faire tout le temps. Je crois que d'abord, c'est où est-ce qu'on doit se trouver et comment est-ce que je veux observer ce que je vois. Et puis après, il y a des règles de composition qui sont chouettes sur lesquelles on peut se baser. Pas trop, parce que on peut toujours les foutre en l'air, les règles, surtout dans ce truc-là.
Et puis pour la composition pure, il n'y a rien de mieux que les peintres. Les peintres ont fait les plus belles compositions qui soient, hein, elles sont bien analysées, on peut s'inspirer de plein de trucs pour le cadre, et je pense qu'il faut faire de la photo. Je pense qu'il faut faire de la photo, de la photographie. C'est important. Je suis d'accord. Jean-Marie Drejou est d'accord. Il y avait des discussions à ce sujet-là. Est-ce que vous pouviez avoir votre grain de sel à mettre ou pas du tout? Très vite, le principe qu'a énoncé Alexandre s'est mis en place naturellement. Donc, après, les focales, elles venaient de soi. Hein. On était toujours dans les mêmes choix focales. Hein. La distance, le mouvement, tout ça, c'est... Ouais. J'ai déjà vu des plateaux où ces deux postes s'engueulaient, des fois, c'est vrai. Tiens, vous avez dû faire une connerie, là, je sais pas laquelle. Est-ce que c'est un signe qu'il faut qu'on se grouille? Non? Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rentrer se coucher? Peut-être, on ne sait pas. J'ai vu des plateaux, des fois, c'est arrivé où l'équipe du son, par exemple, un perchemin se met en place trop vite parce qu'il veut son et puis d'un coup l'autre dit qu'est-ce que tu fous, t'es sous la lumière, machin. J'ai déjà vu ça. Enfin, ça n'arrive plus quand on a la chance de travailler avec des gens de ce calibre-là, que ce soit au son ou à l'image, ces gens-là s'entendent, disons. Voilà. Quand on a fait 35 plateaux, on ne se fout plus dans les pattes les uns des autres. Donc je ne pense pas qu'on se gêne. En plus de ça, je suis un réalisateur qui privilégie le son, donc les gens le savent. Donc on ne déconne pas avec, parce que je monte au son, je monte avec le son, je monte même des fois sans regarder. Et je triche énormément les répliques qu'on entend. C'est-à-dire que des fois vous entendez une réplique qui est dite par quelqu'un, mais c'est peut-être 4 morceaux de répliques différentes. C'est peut-être un mot que j'ai été chercher là-bas, un truc ici, et ça a piqué par là, qu'il l'a dit, parce que j'entends un rythme comme ça et que c'est extrêmement rare. Je ne le demande même pas sur le plateau, ce rythme-là. Je demande un bon rythme sur le plateau. Mais le rythme comédie, ce qui fait le fait que ces gens-là ne sont pas vraiment des humains et qui parlent un tout petit peu plus vite que nous, et c'est ça qui fait la comédie, il faut le fabriquer, c'est une triche de montage. C'est pour ça que c'est très important ce passage-là. Et je ne pense pas que ça vienne interférer avec la lumière. J'ai bossé avec des gens du son qui étaient super inspirés, qui se plaçaient au bon endroit, qui aimaient le son, qui allaient chercher les bruits. Quand on était dans la cale du bateau, par exemple, au début, qui est une vraie cale d'un vrai bateau vraiment sur l'eau, c'est-à-dire qu'en fait, la grande majorité des craquements que vous entendez sont vraiment dus au bateau qui oscille comme ça. Vous avez les ingénieurs son un petit peu moins expérimentés qui vont arriver dans un décor comme ça, qui vont dire oh là là, le bordel, ça craque et tout, machin. Et puis vous avez les autres ingénieurs son que j'aime bien qui disent waouh, super, ça craque. Et du coup, qui vont aller chercher tout ça, qui vont mettre des micros dessous, cacher dessus, partout pour prendre le plus possible de cordes qui grincent, de peaux qui font clac-clac, de machin, etc. Parce qu'ils savent que tout ça va être une matière à fabriquer un grand mixage. Je pense que le mixage de ce film-là, c'est 1000 pistes sur le Pro Tools, 1500 pistes des fois sur certaines scènes. Hein, donc on est en train de parler d'un décor sonore qui est une lasagne presque infinie, quoi. Et non, j'ai pas ressenti de... alors vous ne me l'avez pas dit, vous êtes engueulé, non? Pas du tout. Non, mais quand on prend l'exemple de la cale, par exemple, c'est vrai qu'en plus on le faisait bouger exprès, le bateau. Donc, en plus, il faisait bouger le truc parce que les lumières bougent un petit peu, ça se voit, les bruits qui sont tendus là, comme ça. C'est la seule manière en fait de marquer un tangage à la caméra, puisque Jean-Marie avait sa caméra dans la cale, donc il tangue avec, donc il nous fallait une référence d'aplomb. Et puis faire bouger les faisceaux de lumière. C'est une question un peu moins technique, mais il y aura beaucoup d'attente avec le second volet. Qui lui dit que je vais faire un second volet? Écoutez, je peux vous dire un truc qui est confirmé, je peux même vous le dire.
Kill Bill, vous voyez, un peu. Avec 3-4 mois, 5 mois d'attente entre les deux. Donc ça veut dire que nous, pour le deuxième volet, on va se taper quelque chose comme le double, voilà, 100 jours de tournage, tout ça. Donc non, ça avance. Si votre question c'est est-ce qu'on va attendre aussi longtemps après la série, non. Ce sera plus court. Mais bon, vous aurez des nouvelles dès que ça va. Mais je veux dire, je suis déjà en train de travailler dessus si c'était une question dissimulée. Est-ce qu'à partir de ce second volet, on pourra retrouver peut-être Simon? Il y a deux solutions. Soit on ne peut pas le retrouver, et c'est un peu délicat de vous le dire là, soit on peut le retrouver, et c'est dommage de vous le dire là. Ouais. Monsieur me demande si j'ai préféré tourner la série ou le film. Je les distingue, enfin, comment dire, je les distingue pas forcément, c'est deux boulots très différents. Déjà parce que je pense que ce sont deux boulots très différents dans l'écriture. L'écriture de la série, c'est l'écriture des tranches de vie. C'est l'écriture des choses qui sont pas forcément très importantes. Vous avez une trame très importante qui est par-dessus la série, comme une trahison, comme un amour interdit, des choses comme ça. Mais par contre, c'est tourné comme des tranches de vie. Vous pouvez avoir des épisodes qui sont faits avec des choses futiles, avec quelqu'un qui a pas aimé bouffer un truc, ou quelqu'un qui dort pas dans la bonne chambre. Ça suffit à faire 3 minutes. Après, quand on est rentré dans la saison 5 et 6, où les pics a commencé à venir dans le truc, on était plus cinématographique déjà, comme au tournage, et il y avait quelques points communs. Mais cette écriture en tranches de vie, elle nourrissait des journées de dialogue surtout. C'était du travail de dialogue, de la réalisation, quand on faisait quelque chose que 6, 7, 8 minutes utiles par jour, c'est-à-dire 8 minutes restantes dans le montage, hein, c'est-à-dire qu'on tourne quoi, 25 minutes, 30, 40, je sais plus. On est plutôt dans le dialogue. Le film, c'est un travail tout à fait différent, c'est que je veux que ce soit spectaculaire. Je veux que les gens qui se déplacent dans un cinéma ne voient pas simplement des choses comme ça, de tranches de vie, mais et à faire un spectacle. C'est pour ça que ça se finit par le cinéma, parce que je pense que les 3 volets dont on parle sont 3 volets un peu, sont des grands pans de l'histoire d'Arthur qui se tournent, et non pas des petites tranches comme ça qui se suivent, et que ça mérite le cinéma. Et donc du coup, c'est pas du tout les mêmes boulots. C'est pas une course de fond. C'est plus la sensation d'un impact, de leur faire un objet comme ça, un objet que vous avez vu là d'un coup en 2 heures. Et non pas les choses qui se suivent comme ça. Donc je ne sais pas ce que j'ai préféré. Je crois que j'aime beaucoup l'idée de créditer la comédie avec des choses de grande envergure. Donc j'ai l'impression de faire encore un petit peu mieux mon métier quand je donne à la comédie et à la déconnade et à l'absurde un environnement solide et étudié comme un grand film à tout poste. Donc je me sens encore un petit peu plus chez moi quand je fais ce genre de choses-là. Voilà. Ça défend une idée de la comédie que j'aime. Je l'arrive. Désolé, monsieur Assis, ma question sera sur le directeur de son programme. Il est là. Donc, Jean-Marie, quel a été le plus grand défi pour vous étant monsieur Assis avec ce projet, qu'il soit technique, humain, logistique? Le défi, c'était le temps qu'on a eu dans le tournage. On n'avait pas 7 jours, donc moi, ça a été une grande préoccupation de pouvoir faire rentrer tout ce qu'on devait faire rentrer dans ce planning de tournage. On a tourné quoi? 43 jours, je crois. 43 jours, oui. Mais il y a beaucoup plus que ce que vous avez vu, qui sont dans son cours, stock. Donc moi, ça a été ma plus grande préoccupation, c'était de pouvoir faire rentrer nos exigences, parce qu'on voulait faire un grand film d'aventure, épique, comme disait Alexandre tout à l'heure, mais dans une fourchette de temps restreinte. Avec des voyages, des décors. Il faut comprendre que quand nos camarades américains font un film de grande envergure, ils savent qu'ils vont le vendre dans le monde entier. Moi, je ne vais pas vendre mon film dans le monde entier. Je l'ai vendu un peu dans quelques pays, tout à fait. En Russie, ça leur a pas réussi.
Mais en tout cas, il y a forcément des moyens qui sont un peu plus limités, et quand on a envie de faire un grand spectacle, un truc comme ça, c'est vrai que des fois on travaillait trop d'heures par jour, et les choses étaient arrachées un peu parce qu'il fallait les faire, mais oui, on manquait d'une dizaine de jours, oui, pour être très concret, on a manqué d'une dizaine de jours. Oui, parce que en fait, c'était des comédiens comme les autres pour moi, donc non, ça pas. Non, il n'y a pas eu d'interaction par rapport à ça, franchement. Non, c'était. Alors, non, d'ailleurs, je salue d'ailleurs Neil et Ethan, respectivement le jeune Arthurus et Lucan Chevalier Sèche qui m'ont accompagné aujourd'hui. Je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Je pense que quand on joue en famille, c'est pas du tout une atmosphère familiale, au contraire. C'est comme je veux qu'ils soient à leur place. C'est même plutôt un poil plus exigeant avec tous ceux de ma famille qu'en temps normal. C'est-à-dire que ce serait. Peut-être que les gens fantasment autre chose, qui se disent ça doit être cool, ça machin. C'est hyper boulot. C'est même d'autant plus boulot qu'ils sont de ma famille. Et c'est tout con, mais quand le tout petit James, là, qui court à la table, là, qui arrive, machin, ça a l'air de rien, mais en fait, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il fasse le bon trajet, il faut qu'il dise sa phrase, s'il se plante, il retourne, machin. Pas évident, il était, je sais pas quel âge il avait à cet âge-là. Sans regarder la caméra, en plus. Sans regarder la caméra, ça c'est un truc, bon alors on en parle, c'est une famille d'acteurs, hein, moi-même je suis fils d'acteur, mais quand même, je me souviens que Moreno a dit, ah ouais, ça déconne pas, je suis, non, parce que c'est pas mon fils qui vient s'amuser, c'est mon fils qui vient me retrouver, comme cela, dans un environnement qui est super chouette, qui est un plateau de cinéma, qui est fascinant, un plateau de cinéma. Et je veux qu'ils y viennent en tant que pros, pas en tant que visiteurs, j'ai envie de les asseoir sur une chaise, donc j'ai envie qu'ils viennent travailler avec nous. Donc je pense pas que ce soit, comme dit Jean-Marie, c'est des acteurs. Et c'est même d'autant plus des acteurs que je veux pas qu'il y ait autre chose que ça. Alors, comment m'est venue l'idée de Sting au casting et est-ce que c'était son premier rôle au cinéma? Non, il a joué dans Dune il y a très longtemps. Il a fait quelques rôles depuis, je ne sais pas tout. Voilà, il est en slip dans Dune, si vous avez l'occasion de regarder. Non, alors, les Saxons dans Camelot, pour faire court, sont les envahisseurs de Camelot, qui ont effectivement envahi le royaume breton par l'île de Thanet, qui existait à l'époque, qui aujourd'hui est rattachée au continent parce que le sable est monté entre le continent et l'île. Donc c'est dans le Kent maintenant, c'est l'extrême est de l'Angleterre, mais à l'époque c'était une petite île, et on dit que c'est par là que les Saxons ont posé le premier pied, et qui ont donné que, voilà, qu'aujourd'hui, c'est les anglo-saxons, c'est ceux qui ont le territoire. Donc ceux-là, je voulais que ce soit des Anglais. J'ai toujours voulu que ce soit des Anglais, des anglophones, pour leur donner un accent d'envahisseur un peu. Et j'ai toujours dit à l'équipe costume et tout ça, bon, on l'aura pas, mais imaginez que c'est Sting. Ok? C'est un mec comme ça qu'il faut. Ou ça aurait pu être Bowie, par exemple. Ou ça aurait pu être, je sais pas, quelqu'un qui a une icône comme ça même pas de star, en fait. De star. Je voulais toujours quelqu'un comme ça qui a un rapport avec la pop culture un peu. D'ailleurs, vous avez vu, ils sont un peu punk, ils sont un peu. Ils ont vraiment une qualité anglaise un peu pour moi. Mais je disais à tout le monde, bon, on l'aura pas, évidemment qu'on l'aura pas. Mais faites comme si c'était lui, puis on verra qui en aura. Puis en fait, on lui a demandé, puis il est venu. J'ai rien de plus romanesque à vous raconter que ça. C'est très compliqué de faire venir quelqu'un qui est sous contrat SAG. Le contrat SAG, c'est les Américains qui sont protégés par tout un tas de trucs de leur agent, d'un syndicat et de trucs. Et en fait, il faut cocher plein de cases
dans une production pour pouvoir faire venir ces gens-là, sinon il faut pas les payer, donc il fallait qu'on corresponde au contrat ça. Est-ce qu'on a ça, est-ce qu'on a ça, est-ce qu'il est logé comme ça, est-ce qu'il est logé comme ci, machin, etc. En fait, lui, il s'en fout, c'est une histoire de... Voilà, c'est les contrats qui sont comme ça, qui sont formatés à l'américaine, donc c'est très compliqué pour une production française de faire venir un vrai ricain avec ce genre de contrat, c'est un autre monde que nous. Mais il est venu. Non seulement il est venu, mais il a travaillé beaucoup ses répliques que je lui avais enregistrées sur le téléphone et qu'il écoutait comme ça, un peu phonétiquement, machin. Il était extrêmement studieux sur le plateau, toujours dans un coin. On a un souvenir d'un mec extrêmement, peut-être intimidé par une langue qui n'est pas la sienne aussi. Je pense que c'est pas évident pour Steve qu'il ait de jouer dans une langue étrangère. Mais ça a joué aussi pour son rôle et ce sérieux-là, de ce truc. Donc, il est venu. Vraiment. Oui, on va en prendre juste une petite dernière. Qui a la question la plus intéressante? Les conneries, les trucs, on devrait... Une là, lançons-nous. Est-ce que la création de films avec Alexa a impacté le script, ou est-ce que c'est plus le script qui a été tenu vraiment de manière très stricte pour l'adaptation du film? Ce jeune homme me demande si la caméra Alexa 65, qui est une caméra encore une fois très spéciale, a influé le film, ou est-ce qu'elle a eu à obéir au film? C'est un peu compliqué. Déjà, il faut savoir que cette Alexa 65 impose sur le plateau une infrastructure qui est spéciale. Voilà, ouais, c'est parce que on peut dire quand même qu'elle a influencé parce que en fait, elle consomme énormément de data parce que le capteur est énorme. En fait, il faut être suivi par un camion. Ouais, voilà. Et donc, pour le coup, on se retrouve un peu dans la configuration qu'on avait quand on tournait en argentique, où on avait la pellicule qui était précieuse et qu'il fallait économiser. Et ça a influencé le fait de tourner juste ce qu'il fallait, de ne pas tourner n'importe comment. Exactement, c'est-à-dire que c'est tout ce qui nous éloigne du travail de vidéaste, que je ne juge pas, mais qui, depuis l'apparition du numérique quand même dans les caméras, en fait, il n'y a plus tellement de limites. On tourne. Et en fait, on a perdu quelque chose de très précieux avec ça. C'est la sévérité qu'imposait la pellicule, qui coûte très cher et qui a des magasins limités sur un plateau. C'est-à-dire qu'on se tait, on est extrêmement économe en mouvement d'humeur, les gens se tiennent, on tourne quand c'est prêt, ou alors on dit qu'on tourne à l'essai, mais on sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on risque. Et vous avez sur le plateau non seulement une équipe extrêmement tenue, mais vous avez un chef opérateur qui, à l'époque, qui était le seul garant de la lumière parce qu'il n'y a que lui qui la voyait. Il n'y avait pas forcément les combos, tout ça. Il pouvait y avoir des combos pour regarder l'image, mais il ne reflétait pas la vraie lumière de la pellicule, jamais. C'était des petites caméras supplémentaires qui donnaient une idée. Et ben moi, ça, j'ai mon premier court-métrage, mes deux premiers courts-métrages sont en pellicule, je suis un peu à cheval entre deux générations, et ben ça me manque. Et ça fait par exemple qu'il n'y a pas de vidéo village sur mes tournages. Ce qu'on appelle un vidéo village, c'est un écran avec des chaises devant, où les gens, les visiteurs, l'équipe peuvent venir voir ce qu'on fait. Ça, chez moi, il n'y en a pas. C'est le chef opérateur qui connaît son image, il prend un moniteur s'il veut, et il montre son moniteur à qui il veut lui, et il couvre sa cabine avec un drap, avec un truc noir, et personne ne rentre s'il n'a pas à rentrer. Donc il n'y a pas ce côté un peu, regarde ce qu'ils font, machin, etc. Pas du tout. Ça reste une espèce de petite magie de chef opérateur, et on ne rentre pas dans sa tête, pas trop. Et ça, avec l'Alexa 65, comme vient de dire Jean-Marie, entre la dépense des datas, entre ce camion qui devait nous suivre jusque dans le désert pour récupérer les disques durs sans les pourrir, sans les machins, on retrouve une trouille qu'il y avait et que Jean-Marie connaît bien quand on est dans les charging bags et qu'on transporte les pellicules et qu'on risque de les voiler, de les faire tomber, de les perdre, de les voiler quand on les change sous le sac à la main sans les regarder, tout ça. Et ben on retrouve un tout petit peu de cette sévérité de plateau avec cette Alexa 65 qui d'un coup exige un peu de professionnalisme, quoi. Oui, de rigueur, on peut dire, parce que le fait aussi de ne pas avoir un vidéo village, comme dit Alexandre, c'était aussi un rabonnière, parce qu'on était vraiment dans des conditions. Moi, j'ai retrouvé mes repères que j'avais quand je tournais en argentique. On tournait principalement à une, on a fait quelques plans avec deux, oui. Oui, mais c'était pas on n'a jamais tourné des scènes de dialogue à deux caméras.
on a tourné avec une caméra des choses qui ne nécessitaient par l'action ou la complexité des trucs, parce qu'il fallait tourner plusieurs choses en même temps. Même des fois, il y a 3 caméras et un drone, je crois, en même temps. Mais c'est très très rare. Je pense qu'on avait toutes les années 65 du monde, en fait. Mais non, sinon, c'est un film monocaméra. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez voir demain un autre film sur lequel Jean-Marie Drejou a fait la lumière, il y a Délicieux à 16h. Voilà. Demain. Merci encore. Merci à vous.